Salut Gaëlle, merci d'être sur Décide. Bonjour Joy, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Eh ben, j'ai hâte de cet échange parce que, comme on le disait en off, je ne sais pas ce qui nous attend comme à chaque fois. Je me laisse porter dans l'élan, la vision de chacun de mes invités. Mais par contre, j'aime bien commencer toujours avec la même question pour qu'on sache un petit peu qui tu es et pas de façon traditionnelle, puisque j'aimerais savoir quelles sont les trois facettes de toi que tu as envie de mettre à l'honneur aujourd'hui et qui t'ont permis d'être la personne que tu es aujourd'hui. Ouh, j'aime bien, ça change. Je me posais la question en plus comment je vais me présenter, qu'est-ce que ça va être et du coup j'aime bien parce que c'est justement très spontané et ça me force à réfléchir sur un autre axe. Les trois points, je dirais, eh bien ma facette du courage, justement, d'avoir osé faire pas mal de choses dans ma vie qui m'ont pas mise dans des situations hyper confortables, mais qui m'ont permis d'arriver où j'en suis actuellement. Et bah, on en parlera du coup. Euh, Ma facette, ma vulnérabilité aussi. J'ai je tiens beaucoup à laisser parler justement toutes les facettes de moi et j'ai un côté très vulnérable. Et donc, il est souvent mis en lumière. Et, et je dirais mon enfant intérieur. Je suis quelqu'un qui aime jouer, qui joue toujours, qui a gardé son enfant depuis toujours. Et donc je suis adulte, mais avec une grande part d'enfant et ça me quittera jamais. Voilà. Waouh, bah Courage. alors déjà ça pose bien le cadre. Je sens que cet échange, enfin moi perso j'adore ces facettes, même si on les prend toutes. Mais Mm. alors le courage, la vulnérabilité et le côté insouciance de l'enfance, ça me parle beaucoup beaucoup. Trop Alors bien. du coup pour rentrer dans le vif du sujet, je pense que si tu as choisi ces trois facettes, c'était aussi relié à certains événements de ta vie. Est-ce que tu as envie de direct nous mettre sur la table quels sont les événements qui t'ont permis de développer à la fois le courage, la vulnérabilité et l'insouciance? Parce que je pense que tout est imbriqué et puis que tu as tiré des Mm. fils un petit peu comme ça par hasard. Alors oui, donc je vais essayer de faire le plus court possible pour pas partir dans les méandres d'un monologue sur toute ma vie entière. Mais on va dire, donc déjà, je suis née dans une famille euh, qui était assez compliquée en termes de, voilà, mes deux parents, c'était l'amour très vache, beaucoup de disputes, de bagarres et j'irai pas encore plus dans les détails, mais c'était quand même plutôt très sombre et j'étais fille unique, donc je me suis retrouvée plutôt face à beaucoup de solitude, ce qui fait que j'ai dû m'inventer un peu mes moyens de m'occuper. Donc j'étais beaucoup avec les animaux, j'allais beaucoup faire des aventures dans les villages, dans les maisons abandonnées. Donc tout ça, ça m'a créé vraiment un état d'esprit un peu sauvage, un peu j'allais aussi beaucoup aider les personnes âgées, donc j'étais, ça m'avait créé une sensibilité, une envie de connexion en dehors de ma maison et aussi un côté d'indépendance quand j'étais très jeune. Euh, donc ça m'a beaucoup forgé. Ensuite, j'ai eu donc bah à l'école c'était compliqué du coup. Je suis restée à l'école et je me suis un peu conformée, on va dire. Et et ça fait que bah j'ai un peu éteint ma petite flamme, ma créativité à un moment donné dans ma vie. Et, euh, et donc j'ai continué un peu bon, bah, le cheminement, les études classiques, tout ça. Et en fait, à un moment donné, ma mère est tombée gravement dans l'alcoolisme. Donc il y a eu une autre période comme ça dans ma vie qui était assez compliquée parce que j'ai dû gérer mon école, mes études, ma mère qui était au fond du gouffre. Elle a fait un AVC à 40 ans, elle en a fait deux de plus. Après, il y a eu l'alcool, vraiment, c'était plutôt l'enfer. Donc ça m'a permis de rencontrer une grande partie de résilience en moi et justement d'accepter. J'ai été très longtemps contre ma mère, mais pourquoi tu fais ça? Et finalement, j'ai essayé d'avoir plus de compassion pour elle et jusqu'à en comprendre aussi pourquoi elle en était venue là. Donc ça a été une autre épreuve de ma vie qui m'a mis face à beaucoup de courage et j'ai dû puiser dans ma force, étant donné que j'étais pas très proche de mes parents malgré tout, et j'ai dû aider ma mère, enfin c'était très compliqué.
Est-ce que Et justement sur ce point-là, tu dirais qu'avec du recul, sans cet événement, tu développes pas le courage nécessaire pour la suite? maintenant, j'ai réussi, et c'est il y a quelques mois, à ressentir presque de la gratitude pour ces moments de ma vie parce que, en fait, elle m'a montré l'exemple dans un certain sens de qu'est-ce qu'on pouvait devenir si on ne s'écoutait pas, si on ne faisait pas ce qu'on avait envie de faire au fond de nous, notre raison d'être. Voilà, elle vit avec le regret et elle l'a noyé dans l'alcool. Donc, d'avoir vécu avec une personne qui regrette sa vie, ça m'a donné cette raison d'être de ne jamais regretter la mienne. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours écouté à partir de, enfin, un moment, bon, j'ai fait mes études, ça c'était un peu, si c'était à refaire, je referais pas d'études, clairement pas. Mais voilà, je suis allée jusqu'au master parce que c'était un peu ce qu'il fallait faire. Mais je me suis mis une règle, c'est que je suivrai toujours mon instinct, je suivrai toujours mon intuition pour faire ce qui me fait vibrer. Et bah merci maman du coup, dans le malheur, elle m'a quand même fait un énorme cadeau. Et, euh, et voilà, donc ça m'a vraiment développé beaucoup de courage. Je pense pas que, je peux pas savoir, mais je pense pas que j'aurais pu faire tout ce que j'ai fait, ou en tout cas avec cette force et cette volonté, si j'avais pas grandi avec ma mère qui était ouais, dans cet état de dépression et d'alcoolisme. Je trouve ça fascinant parce qu'on a souvent tendance à oublier que on grandit soit par mimétisme, soit par opposition. Et donc, du coup, quel que soit le miroir qu'on nous propose, Mm, il va nous permettre en fait ce rebond. Et aussi ce mm, que tu nous offres par cette immersion au cœur de ta jeunesse, c'est vraiment ton choix. T'as choisi de pas subir la situation et de te dire en fait comment je vais m'en extraire parce que t'aurais très bien pu aussi toi sombrer plus tard dans les addictions parce que mm. justement mimétisme et donc la vie c'est comme ça et on est tous là en train de regretter mais t'as choisi l'autre pan de l'histoire et de pas juste subir donc merci pour ce partage. Oui, c'est vrai que souvent, enfin, ma grand-mère m'a dit une fois, mais je sais pas comment tu as fait pour pas sombrer aussi. Et en fait, c'est vrai que il y a une grande partie de ma vie où j'étais un peu victime. Oui, mais moi, ma mère, elle était comme ça, donc du coup, c'est normal que je vais pas bien. Oui. Et puis, il y a un moment donné, un déclic qui se fait et qui dit, mais en fait, c'est pas ça ma vie. Je suis en train de me créer ce personnage de victime parce que j'ai eu une enfance compliquée. Ma maman a un passif compliqué. Donc, je suis comme ça, je dois me plaindre, je dois... Et puis à un moment donné, ouais, je me suis dit non, non, ça peut pas durer comme ça. Euh, j'ai des envies, j'ai des rêves, j'ai des choses que j'ai envie de faire dans ma vie. Donc je peux pas... Puis j'aiderai pas ma mère si je mime justement son état. Donc à un moment donné, je sais pas à quelle période, j'ai fait un... Il y a un switch qui s'est fait dans mon état d'esprit et hop, je suis passée de la gratitude et à l'acceptation et ça fait du bien. Hmm. Et du coup, ça t'a permis de concrétiser quoi? Parce que tu parlais d'écouter ton instinct, d'élan. Donc, je suppose qu'il y a eu des poussées de vie qui se sont manifestées. Et tu parlais de feu aussi, de flamme intérieure. J'adore cette notion bah, que on est des êtres faits pour exprimer la vie qui nous traverse. Et comment t'as pu exprimer toi cette vie? Alors, ma maman n'est pas le seul élément déclencheur, mais ça a été un un gros levier. Mais disons que, et c'est peut-être lié finalement à cette enfance un peu solo, l'envie d'aller voir ailleurs, parce que chez moi ça allait pas. Mais toujours été attirée par le voyage, toujours été attirée par mener des expériences. Et donc, déjà très jeune, mon premier voyage, j'avais 15 ans, j'étais toute seule avec quelqu'un que je connais pas, je suis partie à Londres. Et de là, j'ai commencé les voyages très souvent. J'ai vécu à Londres quand j'avais 18 ans et puis ça m'a jamais quittée. Et, euh, et en fait, quand j'ai fait mes études, c'est là que j'ai beaucoup de choses qui sont venues dans ma tête en me disant, je suis en train de faire des études que j'aime pas parce que j'ai des comptes à rendre, entre guillemets, à ma grand-mère qui m'a aidée financièrement parce que mes parents ne pouvaient pas. Donc, j'osais pas lui dire que je voulais arrêter. Donc, j'ai continué, je me suis forcée et finalement, je sors de là et je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc j'ai un master en management international. Sur le papier, c'est magnifique, ça a fait très très stylé, mais je suis sortie de là, je me suis dit, mais quelle horreur, je sais pas du tout ce que je vais faire.
Et donc, du coup, j'ai commencé par faire, donc entre mes 2 années de master, j'avais fait une césure et j'étais partie en Asie. Donc, c'est là que mon esprit s'est encore plus ouvert et que je me suis connectée à toute cette dimension d'humanitaire, de partage. Et donc, j'ai vécu une expérience de 3 mois au Népal, en Inde et au Sri Lanka. Et là, donc au Népal, j'ai vécu un mois dans un monastère bouddhiste où je devais donner des cours d'anglais à des enfants orphelins. Donc c'était un monastère qui récupérait les enfants, soit parce que la famille n'avait pas d'argent, soit les parents étaient alcooliques, soit les parents décédés. Et donc j'ai passé un mois là-bas et je me souviendrai toujours, je suis arrivée, j'ai pleuré, et je me suis dit mais c'est magique et j'ai passé un moment mais incroyable. Finalement, je me suis rendu compte que j'avais pas grand-chose, on va dire, matériellement là-bas. C'était la galère financière pour eux, la nourriture, les habits, il n'y avait pas Internet. Et pourtant, je me sentais si riche en termes d'amour, en termes de connexion humaine, de partage. Enfin, tout était... En fait, je me suis sentie si bien. Et après, je suis partie en Inde, je me suis occupée des enfants handicapés et de la conservation des tortues au Sri Lanka. Donc, c'était incroyable. Ça a été un premier gros déclic pour moi. Et donc j'ai fini mes études. Après, je suis rentrée. Mais Et alors attends, c'est... déjà, qu'est-ce Ouais, qui t'a ouais. poussé, parce que tu aurais pu faire un voyage classique, tu peux faire un tour du monde pour voir les paysages. Là, tu choisis quand même trois univers hyper Mm. puissants pour te reconnecter. Enfin, moi, c'est ce que j'entends à l'humanité la plus profonde et la plus belle. Oui, c'est vrai. J'ai jamais, ou très rarement, j'ai jamais voyagé juste pour voyager. Enfin, si, ça m'est déjà arrivé, mais dans mes grands voyages, généralement, j'essaie toujours d'intégrer une part d'humanitaire. Et c'est vrai que là, j'ai commencé directement avec uniquement de l'humanitaire. Et je pense que je sais pas d'où ça vient, mais depuis toute petite, j'ai une grande sensibilité pour les humains, les animaux. Et à 14 ans, 15 ans, je suis devenue végétarienne parce que je me suis forcée à regarder toutes ces vidéos qu'il y avait à la télé, enfin sur Internet. J'ai passé des heures à pleurer devant mon ordi, à regarder tout ce qui se passait. Je voulais vraiment affronter la réalité du monde. Et de là, j'ai vu aussi tout ce qui se passait socialement entre humains. Et en fait, j'avais cette volonté profonde, je veux aider, je veux apporter mon aide, je veux contribuer. Et à cette époque-là, eh bien, j'avais besoin de partir, j'avais besoin de voyager, j'avais aussi envie d'apprendre l'anglais, enfin, tout était un peu lié. Et puis, j'ai vu cette espèce de parcours humanitaire qu'on pouvait euh, euh, c'était un truc organisé auquel on pouvait souscrire. Et donc, je suis partie. Voilà, je suis partie. Je me suis dit, je pars faire de l'humanitaire pendant 3 mois. Je sais plus quel âge j'avais, c'était en 2019 à cette époque. Ça t'a appris Que quoi c'était sur toi? De vivre vraiment avec finalement des gens qui n'ont rien et qui ont une vision du monde diamétralement opposée à la tienne de par leur situation. ça m'a appris énormément de choses. Déjà, je me suis rendu compte de la chance que j'avais de pouvoir respirer dans un endroit qui n'est pas pollué. L'Inde, par exemple, enfin, là où j'étais en Inde, c'était une des villes les plus polluées au monde. Je crois que, enfin, selon un site internet, c'est la 25e ville la plus polluée au monde. Donc je sortais, je me mouchais, c'était noir. Il y a des milliers de personnes qui décèdent à cause de la pollution. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, ce qui paraît logique pour nous, chez eux, c'est un privilège de pouvoir respirer. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai eu une énorme prise de conscience sur tout ce qu'on avait, le chauffage, des lits confortables, des douches chaudes. Au Népal, j'étais en janvier, je me souviens, je me caillais, je devais me doucher avec des seaux d'eau, je devais faire mes besoins dans un trou. Et s'il était la nuit, enfin, j'étais au milieu de la jungle et je me suis dit, waouh, mais en fait, nous, on a de l'eau potable dans nos toilettes, juste ça. Déjà, je me dis, mais en fait, j'ai été confrontée à une espèce de non-sens de tout ce qu'on avait, de tout le choix qu'on pouvait avoir. C'est juste, par exemple, les supermarchés. Quand je vois le nombre de paquets de trucs différents qu'on a, de choix, de marques, de machins, je me dis, mais c'est- on est fou. On est complètement fou. Eux, ils ont leurs légumes, leur riz, et ça va très bien. Ils s'occupent
plus de l'humain autour que tout ce qu'on a. Enfin, bref, je pourrais en étaler des couches, mais ça m'a C'est vraiment. ça qui, du coup, a aussi à développer ta gratitude. Oui, c'est clairement. Et puis même, je me suis rendu compte que moi-même, finalement, j'étais ingrate aussi de, de certains comportements que je pouvais avoir. Ça m'a mise face aussi à mon privilège de pouvoir voyager. Et ça m'a aussi mis en question ce côté humanitaire où bah, finalement, toi, en tant que privilégié, euh, européen ou je sais pas, enfin, privilégié, tu peux aller voyager pour faire de l'humanitaire. Enfin, nous, après, on s'en va et on les laisse. Et enfin, il y a plein de trucs qui se sont confrontés dans mon esprit et je me suis dit, mais j'ai envie de pouvoir donner plus, avoir plus d'impact que d'aller juste venir, repartir, apporter mon aide, des enfants qui s'attachent à moi et je m'en vais parce que moi, j'ai fait mon humanitaire, c'est trop bien, j'ai fait ma bonne action. Donc il y a plein de choses qui sont venues dans ma tête, bien que ce soit une action noble de partir faire de l'humanitaire. Mais n'empêche que ça soulève certaines questions qui m'ont pas mal taraudée. Ouais, ça m'a vraiment cultivé ma gratitude et Et ma tu penses passion que encore t'es plus. rentrée différente? Ouais. Ouais, je suis rentrée différente et c'était très dur. En plus, je me souviendrai toute ma vie. J'avais plus beaucoup d'argent au dernier jour, enfin les derniers moments où j'étais au Sri Lanka encore. Et je me suis mise à rechercher un emploi les jours avant et j'ai été prise le jour où je rentrais. Et en fait, j'ai pris l'avion. Je me suis habillée en espèce d'hôtesse parce qu'à l'époque, je devais faire de l'hôtesse dans un château de vin. Et je me retrouve le lendemain, je rentre d'une mission humanitaire de 3 mois et je me retrouve devant un hôtel avec une jupe serrée, des talons et je devais accueillir des gens friqués qui venaient s'inscrire sur des listes pour aller goûter des vins. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Choc de C'était culture. oh, choc de culture, mais hyper intéressant. J'ai pas eu le temps de réfléchir finalement, mais non, je me suis beaucoup plus. En fait, j'ai eu beaucoup. J'allumais plus forcément mon chauffage super tôt, je faisais attention quand je me douchais. J'avais beaucoup plus de conscience sur toutes les petites actions du quotidien qui me paraissaient normales. Le gaspillage, le plastique, enfin tout, j'essaye encore, c'est pas facile de penser à tout, mais d'avoir le moins d'impact possible. Parce que finalement, j'ai été confrontée aussi à la réalité du plastique au Sri Lanka. Et tous les matins, on nettoyait une plage, la même plage, sur 100 mètres, je pense. On était un groupe de 5 et on remplissait, je crois, 5 sacs plastiques de 100 litres de plastique tous les matins. Et là, je me dis, pff, c'est chaud, quoi. On le sait, on le voit. On comprend derrière nos écrans qu'il y a toute cette réalité du plastique qui est horrible. Mais là, je l'ai vu en vrai. Et comme je m'occupais des tortues, qui avaient soit des handicaps, soit des problèmes autres, eh bien, il y a une tortue, Lucie, qui a je sais pas combien d'années, qui avait une patte sectionnée à cause des filets de pêche. Et en fait, elle est vouée à rester dans ce bac toute sa vie parce qu'en fait, elle a ingurgité tellement de plastique qu'elle ne peut plus plonger pour aller manger et se nourrir. Donc, en gros, on lui donnait du poisson, on devait appuyer sur sa carapace pour qu'elle coule et pour qu'elle puisse se nourrir. Et là, bah, deuxième électrochoc, quoi. Donc, la réalité du plastique, c'est pas un mythe, on le sait tous. Mais là, je l'ai vu sur un animal qui ne peut plus se nourrir. Donc, combien de tortues dans l'océan, dans la mer, ne peuvent plus couler ou ne peuvent plus se nourrir? C'était dur. Franchement, c'était super dur. Mais ouais, du coup, j'ai appris. Ouais, j'ai Ça, vu et appris beaucoup de choses. Mm. ça a dû te demander d'être vraiment sincère et honnête envers toi vis-à-vis de ta propre situation, non? Ouais. Et aussi j'ai longtemps été très dure avec moi-même et les autres en étant plus, non, mais c'est nul, toi tu fais ça, c'est pas bien, moi, oh mince, j'ai mangé ci, c'est du plastique, oh non, ça craint. J'ai une période comme ça, sauf qu'à un moment donné, on peut pas non plus, c'est une réalité de la société, on peut avoir des actions qui mènent à des changements, mais Mais on peut pas être faut faire de parfait. son mieux, exactement. Faut faire de son mieux. Donc j'ai appris à être plus douce avec moi-même. Oui, j'utilise du plastique. Je n'utilise le moins possible, mais malheureusement, il y en a absolument partout. Donc des fois, on s'en rend même pas compte qu'on en utilise. Mais je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. J'essaye de parler. Donc sur les réseaux sociaux aussi, je suis très présente sur LinkedIn et donc je parle un peu de ces choses que
expérimenté, que j'ai vu pour sensibiliser à mon échelle, euh, ça m'a donné une profonde volonté de vouloir contribuer et apporter plus au monde. Je ne sais pas encore comment, euh, mais donc je rejoins ce que je disais tout à l'heure. J'essaye maintenant, quand je voyage, d'avoir une action qui me permettent d'avoir aidé localement. Donc là, je reviens de 6 mois de voyage au Maroc et j'avais créé une cagnotte pour un refuge animalier. On avait réuni 800 euros, on a fait un chantier participatif et on a pu refaire toute la clôture du refuge. Donc des petites actions comme ça qui sont pas gigantesques, mais en tout cas, ça change la vie d'une personne qui gère cet assaut, ce refuge. Et voilà, j'essaye, je fais de mon mieux. En tout cas, ça m'anime et ça me fait du bien de pouvoir contribuer. Donc voilà. C'est hyper inspirant ce que tu Mm, partages à la fois en termes de voyage, d'impact que ça peut avoir sur la planète, mais aussi dans nos vies, parce que je crois vraiment que effectivement, on a tous un rôle à jouer et que on ne pourra pas être parfait à part sortir de cette société. Et c'est pas possible en fait. Enfin, je n'y crois pas. Je vais plutôt le formuler comme ça. mm, Est-ce que, il y a des leçons que tu as tirées de ces expériences, de ces personnes que tu as pu rencontrer qui aujourd'hui bah, te permettent de dire, OK, voilà, c'est comme ça que j'ai envie de contribuer. Parce que, alors ça peut être dans tes expériences vraiment, on va dire, années de césure, mais peut-être là, tes expériences récentes où en fait tu te rends compte que l'image que tu avais de la vie est pas forcément celle que tu entretiens au quotidien là maintenant. mm. C'est vrai que il y a quand même un gros clivage entre la vie que j'avais il y a 6 mois et maintenant, parce que du coup, je suis rentrée en me disant, je me lance dans l'entrepreneuriat, je monte mon activité et je, j'essaye parce que bon, je voyageais beaucoup. En fait, pour remettre du contexte, en 2022, j'ai fini mes études un an avant, peut-être à peu près. J'ai un peu pété un câble parce que du coup j'étais à Paris, en couple, dans un appart. J'avais envie d'aller continuer à voyager, mais je ne le faisais pas. Puis je me suis séparée, je me suis dit, ok, je prends mon sac à dos, je pars à l'aventure. Et donc finalement j'ai bougé pendant 2 ans. J'ai vécu en Espagne, je suis remontée un peu en France, j'ai acheté un van, je suis repartie et en fait j'ai traversé toute l'Espagne, le Maroc et j'ai vécu 6 mois au Maroc. Et je suis revenue seulement là, fin avril dernier. Et direct, bam, derrière mon ordi, après avoir... donc j'ai travaillé 6 mois en auberge de jeunesse. J'étais tout le temps entourée de gens, en coloc, en famille, avec des gens du désert. Et donc, ça n'a pas été facile, mais euh, ces voyages, ils m'ont appris beaucoup de choses, notamment là récemment, en fait, ce dernier voyage que j'ai fait. Je l'ai fait parce que je pense que j'étais vraiment perdue quand on rentre, quand on fait toutes ces études et que finalement on perd un peu son identité parce que j'ai fait ça pour ne pas décevoir ma grand-mère et parce que c'est ce que un peu la société nous disait de faire, les bac+5 Mhm. sinon t'es rien. Euh, je ressors et moi je me dis mais qui suis-je en fait? Ça fait des années que je fais ça pour les autres et je me suis jamais écoutée. J'étais en couple et finalement j'étais hyper dépendante, donc du coup, je ne me reconnaissais plus non plus. Et donc, je suis partie et en fait, j'ai réalisé que j'étais partie pour me retrouver. Euh, j'ai fait un grand voyage introspectif, on va dire, où j'avais besoin d'être seule. Seule, sans amis, sans famille, sans chéri, sans rien, parce que j'arrivais plus à me retrouver, je ne comprenais plus ce que je voulais. Euh, c'était vraiment très compliqué. Et donc, il y a un moment donné où, ça, je m'en suis rendu compte qu'après. Mais sur le moment, je pensais juste voyager et partir, découvrir des choses. Et c'est en début d'année, là, je me suis dit, mais en fait, là, avec toutes les expériences que je viens de vivre depuis un an et demi, donc j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait une marche dans le désert, j'ai fait une école d'arts martiaux, j'ai fait le, le refuge animalier, je me suis un peu baladée. Et j'ai appris énormément de choses sur moi. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je suis en train de construire quoi? Je me voyage, c'est bien. J'ai rencontré des gens exceptionnels, j'ai grandi.
J'ai eu énormément de leçons de beaucoup de personnes, notamment sur soi et notre position en tant que personne occidentale qui court après le temps, j'étais tout le temps pressée, tout le temps stressée de ce que je devais faire. Donc j'ai eu une énorme leçon vis-à-vis du temps, notamment au Maroc. Et justement, c'est ça qui m'a dit, mais qu'est-ce que je suis en train de construire? Et, euh, et donc j'ai décidé de rentrer. Et c'est là que je me suis dit, je veux contribuer, j'ai besoin de contribuer. Je vois toute cette misère, je vois tous ces problèmes qu'il y a, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger. Et donc, le seul moyen de pouvoir construire quelque chose de plus stable, eh bien, je dois moi-même établir mes racines. Je dois être plus stable, je dois créer, et ensuite, je pourrais avoir plus de liberté pour pouvoir contribuer à l'échelle que je souhaite. Hmm. Du coup, ce que j'entends, il y a vraiment Mm, cette idée bah, de partir à l'aventure pour aller à la rencontre de toi, mais ton essence profonde, pas juste l'identité que la société a voulu te coller, et mhm, de rentrer pour, comme tu l'as dit, bah, installer, solidifier tes racines pour que ton arbre il puisse rayonner de façon beaucoup plus large. Est-ce que tu pourrais nous parler davantage de cette vie de nomade? Parce que je pense que dans ceux qui nous écoutent, il y en a qui peut-être aspirent à ça ou qui le mm, vivent. Est-ce que toi, il y a des choses que tu peux nous transmettre en termes de, ouais, de leçons que tu as pu tirer de cette vie, même si ce sera évidemment que pour toi, mm, mais comme si tu pouvais tirer un bilan de, bah voilà, les avantages c'est ça, les inconvénients c'est ça, et voilà ce que je fais avec. mm. J'étais pas partie pour avoir un mode de vie nomade de base. Bon, là, je suis un petit peu posée depuis quelques temps, mais de base, je devais juste partir un mois. Je devais juste partir un mois, ça s'est fini en presque 2 ans. Et, euh, et en fait, les avantages, c'est que on commence à se détacher de toutes ces croyances que l'on peut avoir déjà mentalement, le fait d'avoir peur d'oser, d'avoir peur d'aller vers les autres, d'avoir peur d'être soi finalement. En fait, quand on est seul, on décuple des capacités incroyables que je n'aurais jamais cru avoir. De base, j'avais peur juste de commander à manger dans un restaurant. Et là, je me retrouve à limite toquer chez des gens pour leur demander si on peut m'héberger, quoi. Donc, le fait de se retrouver seul avec soi-même, c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on commence à comprendre les capacités qu'on peut avoir et toutes ces peurs à la con qu'on a, sont totalement des constructions mentales. Donc, grâce à cette période nomade que j'ai eue, j'ai pu vraiment grandir vis-à-vis de ça. Également, bah oui, toutes ces questions de timidité, d'aller vers l'autre, euh, de j'ai rencontré, je crois, quand j'étais en auberge de jeunesse, j'ai rencontré peut-être en 2 semaines 35 nationalités différentes. Donc, je me suis retrouvée culturellement à rencontrer des gens du monde entier. Donc, ça, pareil, ça fait un... Être nomade, ça te permet de rencontrer avec beaucoup de personnes et donc tu changes ton état d'esprit, ta façon d'être, ton ouverture. Euh, Aussi, j'ai... je me suis rendu compte de tout ce dont j'avais pas besoin. Hmm. Parce que quand tu es avec ton sac à dos, tu fais ton sac déjà en partant. Tu sais pas trop combien de temps tu pars, tu dis un mois, mais c'est quand même dur de faire un sac pour un mois. Et je me dis, qu'est-ce que je vais emmener? Et je me suis rendu compte de toutes les conneries que j'avais emmenées qui ne servaient à rien. Et en fait, au fur et à mesure du voyage et de cette période où j'allais de ville en ville ou de généralement, je restais plutôt longtemps dans les endroits où j'aimais bien. C'est pour ça que je suis restée, que j'aimais bien. C'est pour ça que je suis restée 6 mois au même endroit quand j'étais en Espagne, à Grenade. Mais c'est là que je me suis rendu compte que j'ai pas besoin de tous ces gadgets, j'ai pas besoin de tous ces habits, j'ai pas besoin de. Donc ça m'a rendue, ouais, vraiment très minimaliste. Hmm. Et, et voilà. Non, vraiment, ça m'a énormément appris. Après, dans les inconvénients, personnellement, après un long moment de nomadisme, je me suis rendu compte que il y a aussi une certaine solitude qui se crée. On est tout le temps avec du monde, mais on peut pas connecter
très profondément avec tout le monde, ou certains, comme il y en a, mais il y a un moment donné où ça reste en surface, parce que quand on rencontre des gens tout le temps, qu'on se présente, qu'on dit les mêmes choses, il y a une certaine routine qui s'installe. Je sais que dans l'auberge de jeunesse, il y a un moment donné où je pouvais plus m'ouvrir et raconter mon histoire 15 000 fois avec les mêmes personnes, et il y avait des connexions qui se faisaient un peu plus. Donc peut-être c'est un avantage finalement parce que on commence à comprendre quels gens résonnent plus avec nous, avec qui il y a plus peut-être d'intérêt à avoir des discussions plus profondes et échanger. Mais j'ai été confrontée à une certaine solitude aussi. Euh, et puis la fatigue. Parce qu'il faut constamment chercher qu'est-ce qui va se passer après, est-ce que je reste là, est-ce que je rentre en France, est-ce que je visite un autre pays, et l'argent, ça se passe comment? Tout le temps Puis dans une anticipation de la suite. c'est ça, Ouais. c'est ça. Et donc j'ai décidé de rentrer parce que donc pour donc comme je disais, poser mes racines, être stable et avoir mon pied à terre en fait. Et je pense que c'est ça qui me manquait, c'est que je n'avais pas de lieu où revenir vraiment pour me poser avec moi-même et repartir de plus belle avec plus d'énergie. Donc ouais, c'est mes petites avantages, Tu parlais inconvénients. de profondeur dans les relations. Qu'est-ce que ça a changé justement vis-à-vis des relations que tu as laissées en France quand tu es parti à l'étranger? Hum, eh bien, c'est assez intéressant ce qui s'est passé. C'est que pendant longtemps, j'ai été quelqu'un qui voulait être ami avec tout le monde. Trop peur de pas être aimé parce que bah, sûrement traumas familiaux, sûrement, choses là bien profond. Et du coup, je voulais être amie avec tout le monde. Et en fait, le voyage, ça m'a permis de faire un tri énorme de personnes qui finalement, on allait peut-être jamais se revoir ou c'était ma période où j'étais à Paris, donc j'ai rencontré énormément de personnes, mais finalement, sur toutes ces personnes, il y en a très peu qui sont restées. Et en fait, ça m'a vraiment fait comprendre que qui sont mes amis, qui restent, qui sont là et avec qui, bien que je parte pendant 5 ans, ils seront toujours là. Donc maintenant, c'est vrai, je les compte sur les doigts de ma main. Et, euh, et également, chose assez intéressante, c'est que je suis partie de ma région et de chez mes parents avec on va dire, une certaine haine de ma région, de ma famille, de la France. Oh, tout est nul, tout est pas bien. De toute façon, ici, vous comprenez rien. Nous, on se plaint trop. Moi, j'ai compris la vie. Je suis partie à l'étranger. Et en fait, je suis revenue avec beaucoup plus d'humilité. Et je me dis, mais en fait, je critiquais les endroits où je vivais parce que j'étais pas bien à l'intérieur de moi. Et je me suis rendu compte de ça parce que j'étais pas bien aussi en voyage. Enfin, j'étais bien, mais il y avait un espèce de vide en moi encore. Et, et en fait, tout simplement parce qu'il y avait un truc en moi qui n'était pas réglé. Et maintenant, tout va mieux. Et en fait, j'ai reconnecté avec des gens avec qui j'étais au lycée, au collège, des amis d'enfance qui finalement sont toujours mes amis et ont toujours été là pour moi. C'est moi qui ai fui et qui voulais plus entendre parler de ma région. Et en fait, je commence d'apprécier ma région autrement. J'ai reconnecté avec mon père. Enfin, tout, tout s'est, tout s'est embriqué. Avant, j'étais plus noir-blanc. C'est le voyage ou rien, c'est la famille ou rien, c'est les amis. Enfin, et en fait, maintenant, je me dis, mais il n'y a pas besoin de faire des conditions. On peut être bien partout. Hmm. Donc, ouais, très, 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 très belle leçon, ces voyages. Avec du recul, justement, sur quoi tu t'es le plus menti? Hmm. Ah, j'aime bien cette question. Sur quoi je me suis plus menti? Je pense que j'étais ouais, très longtemps dans un ego de j'ai compris la vie. J'ai compris la vie. Et puis limite, je me demande si j'avais pas eu une partie de moi qui était un peu dans cette prétention de d'avoir tout compris parce que moi, je suis allée faire de l'humanitaire et je suis allée voir ailleurs. Alors qu'en fait, mais pas du tout. J'avais encore plus rien compris en fait. J'étais à des années-lumière d'avoir compris quoi que ce soit et je pense que je suis encore plus ignorante maintenant. En fait, ça m'a juste remis dans une position de je ne sais rien, j'ai tout à apprendre et tout ce que je vis sont des expériences qui me permettent de me grandir moi
intérieurement. Et si je peux apporter à côté, par mes expériences, à d'autres personnes, très bien. Mais en tout cas, c'est avant tout très personnel, je pense. Tout ce qui se passe et tout mon vécu. Et donc, ouais, je me suis beaucoup menti sur toutes mes certitudes, en fait, de la vie et de ce que j'ai pensé avoir compris. Bah non, pas du tout. C'est génial parce que, enfin, moi, je trouve ça génial parce que justement, la vie a mis sur ton chemin plein d'expériences pour que tu puisses déconstruire ces certitudes, que tu puisses remettre de la nuance aussi sur tes perceptions, que ce soit vis-à-vis de toi-même, des autres et de la façon de vivre. Et en fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup d'humilité maintenant et de tolérance sur le fait que bah, d'autres vivent différemment que toi et c'est pas un qui a raison, l'autre qui a tort. C'est au contraire, on est tous là pour vivre l'expérience de comment je me reconnecte à cette vie qu'il y a en moi. Et tant que je crois avoir compris comment elle fonctionne, et ben on va te présenter des expériences pour te dire, tu n'as rien compris. C'est tellement ça. Non, vraiment, à chaque fois, c'est fou. La vie m'a mis sur mon chemin à chaque fois des expériences qui me... Ah ouais, ok. Merci la vie, tu me fais comprendre encore ça. Et c'est vrai que je, durant mon voyage, j'ai été dans des communautés, différents, on va dire, styles je sais pas comment dire ça, mais j'ai été par exemple faire du woofing dans une ferme où c'était des militants qu'on pourrait appeler anarchistes, mais j'ai pas envie de les appeler comme ça. Et puis, mais c'était génial. J'ai appris leur façon de voir les choses. J'ai été avec des gens aussi, beaucoup de gens en van, en caravane, et j'ai appris une autre façon de voir les choses. Au Maroc, j'étais avec beaucoup de religieux, de personnes qui pratiquaient. Et, et j'ai essayé de comprendre tout ce qui, en fait, j'ai essayé vraiment de comprendre chaque aspect de l'humain et j'ai pris du bon partout qui me servait, qui m'apporte et j'ai grandi avec toutes mes expériences. Et je pense finalement que on a tous les jours à apprendre de quelqu'un, de l'humain, maintenant je suis constamment dans cette position de, ok, on est en face à face. C'est sûr, tu as quelque chose que tu peux m'apporter quelque chose, tu peux m'apprendre quelque chose. Et c'est tellement enrichissant. Je vois la vie comme un jeu où chaque personne que je vais croiser vont m'apprendre quelque chose et je trouve ça incroyable. Je trouve ça effectivement hyper riche de se dire Mm, que on est tous là dans le même jeu de la vie et qu'on va s'entraider, qu'on va co-créer une mhm. facette de nous, une facette du monde qu'on a envie d'explorer. Tu disais que du coup, tu es rentrée aussi pour déployer tes racines. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te tient particulièrement à cœur? Tu as envie de contribuer à quoi et comment? Alors, du coup, c'est une question qui est pas encore hyper facile ni très claire pour moi actuellement parce que c'est vrai que pour contribuer à la hauteur que j'aimerais le faire, je rêverais de fonder une école, je rêverais de créer un refuge animalier, mais ça demande quand même des fonds, ça demande du temps, ça demande voilà argent, temps, tous les moyens possibles en fait. Donc Le rêve ultime, c'est ça? C'est c'est l'école ça. et le refuge? Ok. J'aimerais pouvoir J'aimerais ouais, beaucoup avoir une espèce de grande réserve ou aider les animaux à mon échelle et les enfants aussi, tous ces enfants que j'ai vus au Népal. Alors bien sûr, en France, il y a des enfants dans le besoin, mais en fait, j'étais confrontée à ces enfants qui ont des rêves et qui n'ont rien, mais qui sont là et te regardent et te disent, mais moi, je serai footballeur professionnel, moi, je serai médecin, je sauverai des vies, et moi, je serai chanteur, et ils y croient dur comme fer, et finalement, eh ben, je me dis, rien n'est impossible, mais ça va quand même être tellement compliqué pour eux. Ils sont dans le monastère bouddhiste, ils ont jamais vu l'extérieur. À 18 ans, ils doivent choisir, soit tu pars en études, soit tu deviens moine. Et là, je me dis, oh, s'il part à Katmandou, il a jamais vu la capitale, il a jamais vu tout ce qui se passe. Je dis, mais comment ça va se passer pour lui, quoi, ou elle? Et donc, je me suis imaginé, enfin, j'ai été confrontée à ça et c'est loin d'être les seuls, tous ces enfants qui ont envie de pouvoir déployer leurs ailes et de faire des études. Donc, je ne sais pas sous quelle forme ni comment, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Mais bon, pour ça, bah, va falloir bosser autrement. Donc du coup, là, j'ai plusieurs casquettes, on va dire. Je me lance dans de l'accompagnement sur LinkedIn. Donc, je crée du contenu sur LinkedIn, mais j'aide aussi les personnes à le faire.
Et donc, j'écris aussi des posts pour des entrepreneurs. Voilà, j'aide dans la communication, la stratégie de contenu, tout ça. Et je développe à côté des retraites dans le désert pour de déconnexion pour se reconnecter. Donc ça, j'organise ma première au mois de mars. Donc je suis trop contente parce que c'est un peu une retraite dans le désert. C'est la première chose dans laquelle j'ai investi en moi-même en fait. Quand j'ai commencé là à voyager dernièrement, dans tout ce cheminement d'introspection, c'est la première chose que j'ai faite. Et ça a été pour moi vraiment transformateur de me retrouver dans le désert avec des gens que je connais pas, suivre la lune, suivre le soleil, pas de temps, pas d'horloge, pas de pression de faut que je me lève à telle heure, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Donc simplement penser à soi. Et ça, c'est rare. Donc du coup, je vais proposer ça là au printemps. Et si ça se passe bien, le réitérer. Et également, j'écris un livre avec mon papa. Voilà. Waouh! Et il parle de quoi ce livre? Euh, alors, va y en avoir deux réellement. En fait, avec mon père, là, on va faire un road trip ensemble, justement. On va refaire mon cheminement que j'ai fait jusqu'au Maroc. Donc, on va partir de la France et on va se faire tout un road trip ensemble pendant un mois ou plus jusqu'au Maroc, dans le désert. Et donc, j'ai aussi accessoirement, je rejoins l'organisation d'un festival de bien-être pour le Nouvel An au Maroc. Et donc, on va finir là-dessus. Et donc, j'aimerais justement qu'on écrive un livre, lui et moi, sur ce parcours de reconnexion père-fille, puisque donc, j'ai pas été proche de mes parents. Après, j'ai fui le domaine, enfin, la maison familiale pendant 10 ans. Et je suis revenue seulement là, j'ai reconnecté avec mon père au mois de mars, dans le désert. Et donc, là, on va refaire ce chemin enfin, ensemble. Et donc, j'aimerais qu'on écrive un livre ensemble là-dessus. Euh, je sais pas encore comment il va être axé pour que ce soit pour que les gens s'identifient. Et après un livre un peu plus thématique parce que mon père est un professionnel encyclopédie du vin et donc il a tellement de savoir à retranscrire. Donc je vais l'aider à retranscrire 45 ans de sa vie professionnelle en bouquin. Et voilà. Et alors, du coup, j'ai une question. Comment tu fais pour faire le pont entre ce que tu as vécu dans des endroits loin, mais en tous sens, et comment aujourd'hui tu reviens finalement à ta formation d'origine? Parce que je pense qu'il y a un monde entre LinkedIn et le Népal, tu vois. Donc, comment tu fais le lien entre les deux et comment toi aussi tu te sécurises intérieurement dans ta contribution? Euh, Déjà, je suis profondément rattachée à mon objectif ultime de, je sais pas quand ça va arriver, mais l'idée de pouvoir contribuer à la hauteur que je le veux à un moment donné dans ma vie, c'est ça qui me drive. Donc, je sais qu'à un moment donné, j'en suis persuadée, je vais réussir à faire quelque chose pour les animaux, pour les enfants. Je le sens profondément en moi. Et en fait, tous les jours, j'y pense et toutes mes actions sont par rapport à ça. Ouais, Et donc c'est donc, vraiment tes petites marches qui te conduisent ouais, à ça. c'est J'adore. ça. Et puis finalement, LinkedIn, euh, moi, En fait, si je me suis lancée récemment sur LinkedIn, c'est grâce à Ulysse Lubin. Je ne sais pas si ça te parle. Donc, j'ai participé à son challenge. Ça s'est très bien passé. Il m'a aidé, en fait, à ressortir, à oser parler sur les réseaux. Et en fait, de là, j'ai commencé donc à parler de mes expériences de voyage, de mes réflexions, etc. Donc, LinkedIn, finalement, permet de me raccrocher à ces parties de ma vie, de pouvoir parler de ce que j'ai vécu, permettre à certaines personnes de réfléchir autrement sur certaines situations, sur certains privilèges qu'on peut avoir finalement, et, euh, et donc de mener des actions en fonction, de pouvoir les retranscrire en poste. Et, euh, et du coup, ça me permet quand même de garder un lien entre les voyages, etc. Parce que les expériences que je vais faire avec mon papa, par exemple, ou les futures expériences que j'aimerais vivre. Vu que je peux travailler partout, j'aimerais bien partir dans d'autres pays pour faire de l'humanitaire et pouvoir donc l'écrire et le partager.
Donc, j'ai réussi à faire des liens qui me, qui ne me bloquent pas. J'ai du sens dans tout ce que je fais et c'est ça le plus important. Mais c'est pas toujours facile parce que des fois, on sait plus pourquoi on fait ce qu'on fait. Et donc, on a perdu un peu cette vision long terme, mais dès qu'on se raccroche, en fait, quand on perd sa vision long terme, finalement, on comprend plus pourquoi on fait ce qu'on fait. Voilà. Et donc, tout est difficile. Tout est difficile. Pourquoi je fais ça? Quel est le but? Ça n'a pas de sens. Finalement, de me poser, de m'y raccrocher, et ben, hop, tout devient logique. Et ça, c'est le plus important. Mm. Justement, j'ai à cœur que ce podcast soit l'espace où on cultive notre esprit libre. Quels conseils tu donnerais aux gens qui nous écoutent pour qu'ils puissent cultiver leur esprit libre et garder en ligne de mire leur raison d'être, leur rêve le plus fou, Mm. leur élan de vie? Déjà, j'ai envie de dire oser rêver. euh, Parce que en moi, je sentais qu'il y avait ce petit truc au fond de moi qui était très puissant, de l'envie de contribuer, mais je le minimisais parce que mon entourage ou la société ou je sais pas sur qui je vais remettre ça, mais en tout cas me faisait comprendre, ou c'est comme ça que moi je l'associais, que c'était pas normal, c'était trop, ou alors faut arrêter de rêver grand, c'est trop beau pour être vrai, ce genre de phrase, tu vois. Mais à un moment donné, non, en fait, on est capable de tout. Et c'est ça que j'ai envie que les gens comprennent, c'est que tout ce qui, si c'est possible de le penser, c'est que tu peux le faire. Et sinon, tu pourrais même pas l'envisager dans ta tête. Donc, vas-y, fonce, fais ce qui te fait kiffer, arrête de penser au travail, l'horaire, machin. Moi, j'ai jamais été salariée, je me suis toujours débrouillée. J'avais, euh, j'avais pas d'argent, bah, quand j'en avais pas, ok, bon, bah, j'allais travailler, puis on verra ce qui se passe. Maintenant, j'ai décidé de construire quelque chose qui me ressemble plus, mais on a peur de choses qui n'existent pas, en fait. Et c'est ça que j'ai vraiment compris. J'ai envie de dire les gens, s'il vous plaît, réalisez vos rêves, écoutez-vous, écoutez cette flamme en vous, cette petite voix qui vous dit, non, c'est pas possible, non, faut pas l'écouter, c'est possible, vous pouvez. C'est ça. J'ai envie que tout le monde puisse se reconnecter à ça, quoi. C'est tellement puissant, c'est tellement beau. Euh, Sinon, enfin, je sais pas, j'étais à une conférence dernièrement et la personne, elle m'a un peu choquée avec sa phrase et je me suis dit, mais il a pas tort. Il a dit, vous naissez, vous vivez et vous mourrez. En fait, vous êtes juste là pour nourrir la biosphère. Et il a dit ça. Je me suis dit, ouais, c'est un peu violent, mais ouais, c'est pas faux finalement. Et donc ça m'a encore donné un coup de boost. C'est que non, j'ai pas envie de me retrouver sur mon lit de mort en me disant, mince, j'aurais dû faire ça. Donc on a peur du regard des autres, on a peur de se lancer, on a peur d'être ridicule. Oui, bah ça finalement on l'a tous. Donc osez, rêvez, osez, actionnez, faites. Voilà. Ouais, c'est ce que tu partageais tout à l'heure. Mm, Ayez confiance dans le fait que vous avez les capacités pour y arriver, que moi j'aime bien être soutenue par ça, que la vie est avec nous et pas contre nous. Donc en fait, ces petites voix, elles sont là aussi pour dire, ah mais c'est peut-être dans la direction que tu dois aller puisque ça te fait flipper. Sinon, tu serais pas flippé par ça, tu vois. On n'est pas flippé par aller chercher le pain le matin. Si c'est c'est pas des clair. gros challenges, donc en fait, si c'est pas des Mm, gros challenges, c'est peut-être que ça vient pas choquer la vie qu'il y a à l'intérieur de nous et que tout l'enjeu, c'est de se dire, ok, j'ai peur, mais je vais y aller quand même et voir. Parfois, je vais m'asseoir avec cette mm, peur pour comprendre pourquoi elle a peur, parce que oui, ça peut être des traumas d'enfance, ça peut être tout ça, mais finalement, tout ça, ça peut aussi être des excuses pour pas y aller et se dire, comme tu aurais très bien pu te dire, bah, j'ai vécu une enfance qui est comme ci, comme ça, du coup, je vais pas y aller. Et non, la preuve vivante est là, de je décide de faire autrement. mm, Tellement. Et puis j'ai écrit là-dessus justement il y a quelques semaines. Si j'avais écouté ce que tout le monde me disait, je ne serais jamais partie. Parce que t'es une femme, tu voyages seule, tu vas au Maroc, ça craint, euh, tu, tu traverses des pays toute seule en camion. Enfin, vraiment, j'avais tout, apparemment, tous les piliers pour ne pas partir. Et, euh, et finalement, j'ai absolument rien de ce qu'on m'a dit était vrai. J'ai jamais eu un souci, j'ai jamais été en danger, j'ai jamais eu peur. Euh,
Ouais, si, oui, si, j'ai eu peur, bien sûr, j'ai eu peur. Mais des choses normales, euh, parce qu'il faut quand même rester alerte. Mais voilà, j'avais pas de raison de m'inquiéter, Ouais. finalement. Et c'est vrai que dans la vie, bah, ce que j'ai compris, c'est que on est beaucoup plus malheureux quand on reste. Enfin, personnellement, j'ai été beaucoup malheureuse quand je restais dans ma zone de confort, quand j'allais pas au-delà quand je me challengeais pas, quand je restais dans ce qui était facile, entre guillemets, dans ce que je connaissais, bah, j'étais pas nourrie. J'étais pas du tout nourrie. C'était pas. Ouais, je vivotais, quoi. Et puis finalement, je me rends compte que c'est dans le challenge qu'on se rend compte que c'est derrière la peur qu'il y a le bonheur finalement. Parce que c'est ce petit, comme tu disais, c'est que la peur nous montre une indication qu'il y a quand même quelque chose au fond de nous qui nous donne envie. Euh, Par exemple, moi j'avais toujours rêvé de chanter, donc c'est un truc un peu bête, mais j'ai pris mon premier cours de chant, là, il y a 2 mois, et pour moi, c'était une des choses les plus terrifiantes que je pouvais faire, de chanter. Et donc, je me suis dit, allez, je m'en fous, je vais prendre un cours de chant. Et finalement, bah, je me suis rendu compte que un truc que je traîne depuis des années, dont j'ai peur, bah, c'était rien. Et je pense qu'il y a tellement de gens qui sont face à leur peur en se disant c'est impossible, alors que, bah non, juste une petite action et tu verras, ce sera pas si méchant que ça. Ouais, et c'est ce que du coup tu Mhm. nous as appris aussi par ton témoignage, de pas forcément commencer par le rêve ultime. Tu commences pas par créer ton école et acheter un terrain pour faire tout ça. Non, en fait, il y a vraiment un découpage de rêves qui se crée, un chemin qui va amener à ça. Et donc, si ça paraît trop grand, et ben faire en sorte de le découper pour que ce soit pas vertigineux pour Mhm. finalement abandonner en cours de route parce qu'il y a toujours moyen de faire des petites actions qui contribuent à, et peut-être que ça prendra plus de temps, mais au moins, il n'y a pas d'essoufflement en cours de route. Mhm. Totalement. Souvent, je me suis coupé la route parce que justement, j'imaginais le plus gros, le plus haut, et je me dis c'est impossible. Et c'est sûr, c'est comme si on te demandait, enfin, j'ai pas d'exemple, mais on peut pas aller de 0 à 100 en un claquement de doigts. Donc, ça passe Personne te par des demandait de petits. faire un marathon alors que toi, tu as juste envie d'aller courir au bord de mer tranquille, quoi. C'est ça, Commence exactement. par faire des petites courses et après, on envisagera le marathon. C'est ça, c'est ça. Mais ça, faut le savoir, entre guillemets. C'est logique, mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent tellement grand et du coup, ça leur scie les pieds, quoi. Ils avancent pas. Non, c'est impossible, tant pis. Hmm, C'est trop beau pour être vrai. exactement. Mais il y a un côté quand même réaliste qu'il faut avoir, c'est que bah, ça passe pas par des phases qui sont forcément très agréables. Donc là, bah voilà, moi personnellement, j'ai décidé à 30 ans de retourner chez mon père pour planter mes racines, pour monter Hmm. mon entreprise, pour donc c'est dur. Je me suis mise dans la solitude encore plus, derrière mon écran après du voyage. Je retournais chez son père à 30 ans, c'est pas forcément hyper gratifiant, mais je sais que c'est le prix à payer. C'est Hmm. le prix à payer à l'heure actuelle, après 2 ans de voyage, avoir compris certaines choses. Euh, c'est ce que je me donne quelques mois, j'ai ma deadline, mais c'est mon prix à payer. Donc, je pense aussi qu'il y a cette notion de prix à payer qui est bien d'inclure, parce que des fois, on pense vouloir faire quelque chose, mais quand on se rend compte du prix à payer qu'il y a derrière, et ben, on se dit, ah non, peut-être pas, Hmm, carrément. peut-être pas. On parle beaucoup. Mm. Avant que je te pose la dernière question de cet épisode, est-ce que tu as envie de transmettre quelque chose que tu n'aurais pas forcément dit, un conseil, une citation, un regard que tu portes Euh, Bah, la première chose qui me vient en tête, c'est la phrase qui m'a beaucoup suivie. Je sais plus qui a dit ça, mais c'est une phrase qui m'a suivie au début de mon voyage, justement, où je me suis dit, j'ai envie de faire plein de choses, mais j'ai peur. Et c'est là que j'ai compris à quel point se lancer permettait de justement t'ouvrir le chemin. Et il y a cette citation de 3 mots, enfin 4 mots, saute et le filet apparaîtra. Et en fait, ça montre bien, je l'image bien cette phrase parce que saute, on a peur, t'es là, t'es dans le vide, t'as le vertige, tu sais pas ce qui va se passer, t'as cette espèce d'adrénaline qui te dit saute, vas-y, mais tu sais pas ce qui va se passer. Et finalement, tu sautes et tu te dis ah, ça va, le filet apparaît, tout va bien en fait. T'es pas mort,
t'as un toit, t'as des gens à qui parler. Et en fait, il n'y a rien qui peut t'arriver finalement de... Bon, il y a des choses extrêmes, mais bon, on peut pas voilà. Mais il n'y a rien de mal généralement qui peut t'arriver. Donc, juste saute, fais, et tu verras. Il y a un petit coussin très confortable après tes actions. Et c'est là que je rejoins ta phrase que la vie, justement, elle, elle est là pour nous. Enfin, elle agit pas contre nous, justement. Pas du tout. Mm. Même si c'est inconfortable, même si parfois on se pose plein de questions, elle est là pour nous. Euh, Exactement. Ce podcast s'appelle Décide et donc du coup Mm. j'aime bien clôturer avec une simple question et en même temps si profonde. Qu'est-ce que toi tu décides de continuer ou commencer? Mm. C'est bien. Ça me met dans mon état d'esprit de m'engager et de faire. Là, je m'engage réellement à mettre en place donc mon futur accompagnement de voyage parce que j'ai envie de pouvoir retranscrire tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai compris et de pouvoir l'offrir aux gens. Et c'est quelque chose que je remets un peu toujours après, parce que c'est tellement Hmm. important pour moi que finalement j'ai trop peur de m'y mettre. Et j'ai l'impression qu'il y a ça aussi dans les rêves, c'est que des fois ils sont tellement importants qu'on croit que si on s'y met et qu'on n'y arrive pas, on va les perdre. Hmm. Alors que, en fait, non, on fait que s'en rapprocher si on fait des actions. Donc là, voilà, je m'engage à mettre en place tout mon programme, mes futurs programmes pour pouvoir proposer des accompagnements, des voyages immersifs dans le désert dans un premier temps. Voilà. Merci infiniment Gaëlle. Merci à Tu toi. es merveilleuse et j'ai adoré cet échange. Oui, c'était trop bien. Merci beaucoup.